Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur JavaScript. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le JavaScript et comment on peut l'utiliser pour rendre les pages web dynamiques et interactifs, contrairement à l'HTML qui est utilisé pour la structure et la mise en page des pages web. Le JavaScript est un langage de programmation qui permet d'ajouter l'interactivité et le dynamique aux pages web. Au cours de cette série de vidéos, on va apprendre les bases de JavaScript, le développement back-end avec Node.js, le développement d'applications web avec React et Vue.js. On verra également l'application mobile avec l'utilisation de React Native. Il y aura aussi dans cette vidéo une petite introduction à l'HTML puisque comme on va voir dans cette vidéo le JavaScript pour rendre dynamique nos pages web, je ferai une introduction à l'HTML. Le contenu de ce cours est disponible également en PDF sur le dépôt GitHub du projet avec le code source disponible, le code source que l'on verra au cours de cette mini-série et de cette vidéo. Comme tout langage de programmation, le JavaScript a les mêmes concepts, les variables, les structures de contrôle, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les fonctions. Voici un exemple de déclaration de variables en utilisant le mot-clé var, let et const que l'on verra plus loin dans cette vidéo. Les variables sont utilisées pour stocker des valeurs, on l'a déjà vu dans d'autres cours précédents. Ça ne change pas, c'est toujours pareil pour le JavaScript. Les structures de contrôle nous permettent de contrôler le flux d'exécution, comme les do-while, les while, les for, des if, else, afin de contrôler le flux d'exécution qui permet de construire nos algorithmes. On a les opérateurs arithmétiques, ceux qui nous permettent d'effectuer des opérations mathématiques. Bien entendu, les opérateurs de comparaison aussi qui nous permettent de comparer les variables. Création de fonctions. Un exemple à l'écran, celle-ci ne fait qu'une addition avec deux variables x et y fournies en paramètres, retourne la somme de ces deux variables et le console log nous permet d'afficher ceci à l'écran. Comment tester ce code? Bien entendu, l'IDE Replit vous permet de pouvoir tester ce code. On peut utiliser directement avec un projet Node.js. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Create qui va vous permettre de créer un dépôt. Vous choisissez dans les templates le Node.js et vous créez votre projet. À ce moment-là, vous collez le code que l'on a vu précédemment et en cliquant sur le bouton Run, ça va vous permettre d'exécuter votre code. Vous aurez à gauche le résultat obtenu avec ce code. On va faire une petite introduction à l'HTML que l'on va voir pour les exercices qui vont suivre. Qu'est-ce que l'HTML? C'est un langage de balisage utilisé pour créer nos pages web. Il va nous permettre de définir les structures, le contenu de la page en utilisant des balises. Il en existe plusieurs, on va les voir là comme dans l'exemple sur l'écran où on voit le contenu HTML. Voici à quoi ressemble notre page pour le navigateur web et vous avez à l'écran l'affichage de ce que cela représente. On voit une balise image, on voit une image affichée dans notre navigateur et les différents titres et listes et paragraphes, mais on va voir les balises tout de suite. Pour afficher le contenu d'une page web, pour voir les éléments HTML, puisque ceux-ci sont visibles depuis votre navigateur, vous pouvez ouvrir l'outil de développement qui est vachement utile quand vous développez en front-end, qui va vous permettre d'avoir différentes informations sur le contenu web que vous êtes en train de consulter. Après que celui-ci est ouvert, on voit dans le premier onglet éléments, on a le contenu HTML que l'on a vu juste avant et à droite le CSS qui est utilisé. Bien entendu, on peut également accéder au JavaScript. C'est pour vous présenter l'outil de développement dans le navigateur Google Chrome qui va vous servir à pouvoir débugger, analyser vos applications web au moment où vous développez. C'est très pratique. On peut par exemple au moment où vous êtes sur une page web directement clic droit sur l'élément de votre page web et cliquer sur inspecter. À ce moment-là, vous allez arriver directement sur une partie où l'élément en HTML sera surligné. Vous le verrez visible sur votre page et dans la partie éléments. Commençons par le début de notre fichier qui commence par la balise doctype. C'est une instruction qui permet d'indiquer au navigateur que c'est de l'HTML. Ensuite, on a les balises HTML. Elle encadre tout le contenu de la page et elle indique que le contenu est écrit en HTML. Les balises sont ouvertes, donc ouvrantes, et fermantes. On le voit à l'écran, la première justement avec deux crochets puis HTML et dans l'autre il y a un slash juste avant HTML pour indiquer que la balise est fermante. La balise head. On va voir la balise head, meta et title. La balise head, c'est celle qui contient les informations de la page qui seront affichées
sur le navigateur. Elle contient également les balises pour les métadonnées. On peut mettre les feuilles de style pour notre CSS et les scripts JavaScript. La balise méta avec les paramètres char7 UTF-8, c'est une balise qui spécifie l'encodage de caractères utilisés pour afficher la page. Ce qui est important, que les caractères spéciaux et les accents soient affichés correctement. C'est pour ça que j'ai indiqué UTF-8 pour les accents en français. On a la balise title, c'est le titre de la page. C'est ce que l'on voit en haut dans un onglet, c'est le titre de la page dans les onglets du navigateur. On a maintenant la balise body, celle qui contient le contenu principal de la page. C'est là où on va rentrer tout notre code HTML qui va être visible à l'écran. On a les balises H1, ça va de H1 jusqu'à H6. Ce sont les balises titres et sous-titres de notre page. Les balises P sont utilisées pour le texte, ce sont des balises de paragraphe. Il existe bien entendu plusieurs balises. Il y a du contenu HTML sur le README du dépôt justement en description, donc n'hésitez pas à le voir. À titre de rappel, j'ai ajouté d'autres balises et de toute façon, on va voir d'autres exemples d'utilisation. Pour ce qui est du typage en JavaScript. JavaScript, c'est un langage de programmation à typage dynamique. Donc, on déclare notre variable et si on met un entier, une chaîne de caractères, un tableau, on n'a pas besoin de spécifier notre type. Comme on voit à l'écran, avec plusieurs déclarations, avec un int, une chaîne de caractères, un tableau et un contenu JSON qui va après nous permettre, donc ça très pratique, on aura l'exemple par la suite avec du contenu JSON qu'il faudra manipuler et c'est là où on verra l'avantage justement de la programmation et cette fois comment par exemple les concepts fondamentaux, tout combiné avec des boucles et des conditions va nous permettre de gérer du contenu et l'afficher à l'écran. L'utilisation de let. La différence qu'il y a entre var et let, c'est que let ne peut pas être réassigné. On a l'exemple à l'écran où on a déclaré et assigné notre variable x avec 10 et qu'ensuite on a ajouté, on a réassigné la valeur 20 à notre variable x et il n'y a pas de souci, on peut afficher. Si on déclare avec let, il est alors impossible de pouvoir du coup exécuter notre code si juste après on essaye de redéclarer une variable let. Une variable let signifie qu'il y a une portée de bloc. Cela indique que son utilisation est spécifique au bloc qui la concerne. Donc comme on a l'exemple à l'écran où on voit par exemple dans l'utilisation de let, dans la fonction exemple let où x est égal à 10 et que dans le bloc if on a un autre let appelé également x mais qui est assigné à 20 et là à ce moment là ça ne pose pas de problème puisque dans le contexte let est dans le bloc if donc let est limité seulement à son bloc. Nous avons également les constantes. C'est une variable dont la valeur ne peut pas être modifiée une fois qu'elle a été assignée. Bien sûr, les constantes ont également une portée de bloc. Donc si la constante est déclarée dans un bloc, comme l'exemple à l'écran, on voit qu'on ne peut pas l'utiliser en dehors du bloc. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a un dépôt GitHub où le code source que l'on va voir tout de suite avec un rappel sur l'HTML est disponible. Regardez en description, il n'y a qu'à le télécharger et il y a aussi le contenu du cours en PDF. Il suffit de lancer le Docker Compose indiqué dans le README et on accède aux différents projets, exemple 1, 2 et 3. Le Docker Compose utilise Nginx et il suffit de le lancer tout simplement avec la commande Docker Compose. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vais mettre le lien en description pour utiliser Docker très facilement, donc tout simplement comme ça nous évite d'installer un serveur web directement, on a juste à lancer un Docker. Si le numéro de port ne s'est pas bien inscrit, il vous suffit de la rajouter tout simplement, d'accord, le port est sur le 8080, bien sûr vous pouvez le changer dans le Docker Compose, et à ce moment-là, vous avez la page web, la première que l'on a vue, c'est l'exemple numéro 1, celui qu'on a vu juste avant. Vous avez le contenu des différents codes et des balises utilisées. On a vu les premières balises avant et celles utilisées dans ce code sont indiquées de toute façon sur le README, donc vous pouvez aller les voir. On a l'utilisation de la balise UL, ce sont des balises listes, ça va nous permettre de créer une liste à puces, et la balise OL qui va nous permettre de créer une liste numérotée. Et à l'intérieur, pour les éléments de cette liste, on utilise la balise li. C'est ce qui nous fait l'affichage que l'on a vu précédemment. Sur l'exemple 2, ce sont les différents
concepts fondamentaux, les variables, les structures de contrôle, opérateurs arithmétiques, mis en explication avec une vue web, avec l'utilisation à chaque fois des variables, des conditions, des opérateurs arithmétiques et des fonctions. On a maintenant l'exercice numéro 3, celui qui va nous montrer l'utilité de JavaScript pour dynamiser nos pages web. On a à la base un chiffre initialisé à 0 et le but étant qu'à chaque clic, on ait le nombre suivant dans la suite de Fibonacci. Donc dynamiquement, le clic du bouton va changer notre interface et c'est le but dans cet exemple pour montrer l'utilité justement de JavaScript pour rendre nos pages dynamiques. Jusqu'à présent, j'ai parlé des concepts fondamentaux en donnant des exemples simples, mais ces concepts sont extrêmement importants. C'est tout ce que nous avons besoin pour développer nos programmes et pour atteindre nos objectifs. C'est un peu comme si vous veniez d'apprendre à lire pour pouvoir écrire des histoires. Vous avez maintenant les clés en main, vous seul savez ce que vous avez envie de programmer et les langages de programmation sont un moyen d'y parvenir, comme nous allons le voir dans la pratique avec l'exemple numéro 4. Ce code HTML va afficher un JSON que l'on va recevoir qui sera simulé comme si on le recevait d'une API sous forme de tableau sur notre page web. Nous avons notre variable data qui va simuler un JSON, donc c'est comme si on avait un back-end, une API directement qui elle a une base de données. Donc là on va juste simuler pour avoir ce retour sur notre fonte comme si on avait vraiment ces résultats reçus depuis une API. Dans notre code HTML, on a mis un ID sur notre table qui va contenir notre tableau. On lui a donné comme nom myTable. C'est pour ça qu'on utilise la fonction getElementById pour récupérer du coup notre élément HTML et le manipuler qu'on va mettre dans la variable table. Le contenu de chaque cellule de la ligne est défini en utilisant la méthode innerHTML qui permet de définir le contenu HTML de l'élément. Par exemple, nonCell.innerHTML est égal au data.user entre crochets i.nom, insère le nom de l'utilisateur dans la première ligne de la cellule et ainsi de suite. On a notre première méthode, vérification de l'âge. La fonction vérifie majeur pour déterminer si la personne est majeure ou pas et nous retourne true ou false, c'est un booléen qui va nous dire juste si c'est vrai ou si c'est faux. Ensuite, le code utilise une boucle for pour parcourir chaque ligne de la table et vérifie si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18 en utilisant la fonction que l'on a vue précédemment. Si c'est le cas, le nom de l'utilisateur est mis en gras en utilisant la propriété style de l'objet cell. On va surligner les utilisateurs avec une adresse Gmail. Le code utilise une boucle for, pareil, pour parcourir chaque ligne de la table et vérifie si l'email de l'utilisateur contient la chaîne Gmail. Donc là, on a un premier exemple d'utilisation de vérification sur nos chaînes de caractères, donc là, le contenu de l'email. On peut par exemple aussi vouloir mettre en évidence les utilisateurs masculins de plus de 30 ans. Le code utilise une boucle for, pareil, donc là on utilise une boucle aussi pour parcourir, donc vous voyez, si l'utilisateur est un homme de plus de 30 ans, en utilisant les propriétés âge et genre de l'objet utilisateur, si c'est le cas, le nom de l'utilisateur est mis en rouge et le fond de la cellule est mis en gris clair. On va utiliser aussi des boutons pour trier les utilisateurs, de façon dynamique, en utilisant la méthode addEventListener qui permet de définir une fonction à exécuter lorsqu'un événement se produit sur un élément HTML, tel qu'un clic de souris, un changement de valeur, une pression de touche, dans notre cas, un clic de souris. On va effectuer cela en utilisant la méthode document.createElement. Les boutons sont ensuite ajoutés à la page HTML avant la table en utilisant la méthode insertBefore. Nous avons la fonction sort. La fonction sort est appelée sur le tableau pour trier les lignes en fonction de la valeur de la colonne spécifiée. Enfin, la fonction utilise une boucle for pour ajouter chaque ligne triée à la fin de la table. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton de tri, la fonction sortTable est appelée avec les paramètres correspondants et le tableau est trié en conséquence. Voilà donc pour une petite introduction. Dans une prochaine vidéo, on va voir maintenant Node.js et l'utilisation du coup back-end pour pouvoir construire des applications web. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de cette série.